psychiatrie de CHU Corrigé. Un partenaire incontournable de la neurologie qui va nous parler, parce que comme on l'a dit, la douleur, ce n'est pas que la prise en charge médicamenteuse, c'est aussi la prise en charge des autres aspects, notamment psychologiques. Et il va nous faire part de sa présentation. Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez acclamer pour lui. Merci. Je voudrais d'abord remercier la Société ivoirienne de neurologie et ses partenaires de nous avoir associés à cette activité en nous montrant une communication. Et je me permettais également de rendre un hommage mérité à maîtres qui nous ont accompagnés et lors de nos préparations de la délégation du CAMES et qu'il en soit remercié pour l'effort fourni et nous sommes reconnaissants pour leur accompagnement. On m'a demandé de parler de la place du psychiatre dans la prise en charge de la douleur chronique. Alors, le psychiatre est un professionnel de la santé. On peut faire la diapositive, c'est bon. Le psychiatre, c'est un professionnel de la santé. Il s'occupe de la santé mentale. Son rôle, c'est de faire la promotion de la santé mentale, de faire le diagnostic des troubles mentaux et de proposer un traitement. La santé mentale est cet état de bien-être qui permet à l'individu de faire face aux défis de la vie de tous les jours et de se réaliser et d'être contributif pour sa communauté. En état de douleur ou en présentant une douleur chronique, alors il s'avère que cet objectif est menacé. Donc, la douleur chronique devient une véritable préoccupation pour tout agent de santé et spécifiquement pour le professionnel de la santé mentale, car la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste. Comme nos maîtres l'ont expliqué dans leur présentation, qui persiste au-delà de 3 mois et qui peut aller jusqu'à 6 mois, qui altère considérablement la qualité de vie d'une personne avec un ressenti émotionnel désagréable et des comportements qui seront associés à ce ressenti, qui aura un impact sur le fonctionnement de la personne dans sa société, dans une société, et donc un impact sur la qualité de la vie. Voilà ce qui constitue le défi et l'implication de l'agent qui est appelé, l'agent de santé qui est appelé le psychiatre dans ce rôle. L'approche du psychiatre, de tout autre médecin, et ce qui sera indispensable dans la prise en charge ou dans ce que les professionnels doivent apporter à quelqu'un qui présente un phénomène de douleur, c'est de voir un aspect holistique, multidisciplinaire, qui implique la biologie, la psychologie et l'aspect social. Voilà ce qui va être abordé dans notre communication selon le plan que nous avons proposé. Nous aurons quelques mots sur la psychopathologie de la douleur. Ensuite, nous allons aborder les principaux contextes d'intervention du psychiatre dans les prestations de soins ou dans l'investigation de la douleur chronique, et nous allons proposer la prise en charge qui est psychologique et psychiatrique de la douleur.
la douleur fait référence à plusieurs dimensions. Cela a été évoqué par nos maîtres qui nous ont précédés dans leur conférence. On a parlé de l'aspect neurobiologique, la dimension sensorielle discriminative qui permet de dire voilà, ça se situe à tel niveau, ça a quelle intensité, et voilà comment ça va perdurer, et cela se passe sur le volet physiologique, les neurones et les neurotransmetteurs qui vont avoir leur effet sur le câblage, comme notre maître l'indiquait, le câblage qui va nous permettre de savoir, de localiser le message nociceptif qui est bien localisé, qui est bien précis. Cependant, ça ne se limite pas à ça. Il y a toujours une composante affective et émotionnelle qui va être associée à la douleur. Il y a la douleur, il y a un message, une agression de l'organisme qui se passe, et il y a un ressenti de cela qui est traduit soit par le contexte dans lequel cette douleur-là est déclenchée, et ce ressenti va aussi faire référence à non seulement à la disposition culturelle, sociale et au contexte du déclenchement de la douleur pour être compris par cette tonalité désagréable qui est abordée. Une douleur va toujours le professionnel doit toujours comprendre que la douleur, ce n'est pas que seulement une agression. Il y a une agression qui est la cause, et la cause va produire un effet, mais il y a toujours une compréhension de ce qui se passe quand il y a cette agression, un vécu, un décodage de ce message douloureux qui passe par ça reste figé en ligne. Ça reste figé. Okay. Il y a un décodage qui est l'aspect cognitif de la douleur. Elle peut avoir une douleur au pied. Le message que cela porte, le fait d'avoir mal au pied, qu'est-ce que cela importe pour la personne? Le professionnel doit prendre tout ça en compte. Est-ce que la douleur qui est ressentie au pied, ça voudrait dire que je serais handicapé à vie? Est-ce que la douleur qui est ressentie à ce niveau veut dire que c'est une douleur momentanée? Cette compréhension fait référence à l'aspect cognitif. Et cet aspect cognitif, ce décodage de ce qui porte le message, va induire un comportement de la personne qui souffre de la douleur. Elle aura un comportement. Est-ce qu'il faut induire une agitation? Est-ce qu'il faut maintenir son calme? Est-ce qu'il faut se retirer d'une activité? Est-ce qu'il faut organiser son activité en fonction? Voilà, le message, ce décodage-là va entraîner un comportement et dont le professionnel doit être sensible à ce comportement qui est associé à ce message nociceptif. Il y a également le message, la cognition peut induire le comportement, mais et aussi le comportement est également un vecteur de communication de la douleur. La douleur peut être exprimée par le comportement. En voyant l'affiche dont nous pouvons regarder juste en face de nous, personne qui se prend la tête, avec le visage tiré, nous pouvons juste comprendre qu'il a mal. Il n'a pas parlé. À la communication non verbale, nous savons qu'il y a quelque chose de grave et dont nous pouvons avoir notre idée, notre impression de l'intensité ou du degré de sa douleur. La douleur a induit des comportements qui ont vecteur de communication non verbale dont le professionnel doit être sensible. Nous devons regarder le visage de nos patients, voir quelle est l'expression qu'ils veulent que nous comprenions de leur détresse et décoder le message par ce comportement qui n'est pas que verbal dans la compréhension de la douleur. Le psychiatre que nous sommes insiste sur cette
ses compétences de l'observation du comportement et le décodage du message non verbal, on doit être, tout professionnel doit être sensible afin d'entretenir une connexion thérapeutique, une alliance thérapeutique avec son patient douloureux. Dans ce contexte, le psychiatre est peut-être amené à intervenir pour la douleur, pour gérer la douleur. Nous avons repéré globalement 3 situations. Il peut s'agir des patients qui ont présenté déjà, qui présentent des troubles mentaux. Évidemment, pour le commun du mortel, on a tendance à penser que lorsqu'on présente un trouble mental, comme si on ne pouvait pas être sujet à présenter des troubles. Peut-être le cas, le patient schizophrène ou le patient autiste qui présente une douleur peut être une situation spécifique où le psychiatre doit intervenir auprès des autres professionnels de la santé pour leur permettre de comprendre le trouble que le patient présente et la manifestation ou la façon de manifester sa douleur. Nous pouvons apporter notre appui aux autres professionnels dans cette compréhension. Et au-delà du cas où les troubles mentaux sont les lignes de la douleur et le comportement pour aider les professionnels à comprendre ce comportement et cette façon spécifique de la communication de la douleur du patient qui présente le trouble, nous avons notre intervention. Nous pouvons aussi intervenir dans les cas chez les patients qui présentent déjà la douleur chronique et qui sont sous traitement. Ça constitue aussi un défi pour les autres professionnels. Ils ont prescrit un traitement et leur traitement peut aussi créer des comorbidités et qui nécessitent l'expertise du psychiatre. La dépendance aux antidouleurs peut être un champ où le psychiatre doit intervenir pour permettre aux autres professionnels d'avoir leur compréhension dans la gestion. Au-delà de la dépendance, il y a également le diagnostic différentiel de la douleur qui se pose avec d'autres états émotionnels, notamment les troubles conversifs. Si la part des choses n'est pas claire, le traitement peut ne pas être adapté et l'approche thérapeutique peut compliquer la situation. Les troubles conversifs et aussi le maniement des psychotropes. Les psychotropes, dans la présentation de nos maîtres, les communications qui ont précédé, on a pu comprendre que dans la plupart des situations douloureuses où la douleur persiste et on fait recours aux psychotropes, l'expert en santé mentale peut contribuer dans le maniement correct des médicaments qui sont prescrits. Et d'autres modalités où nous pouvons intervenir, c'est que la douleur même est un message. Le patient a la douleur parce que le rapport, le lien entre lui et l'équipe médicale n'est pas établi. On ne se comprend pas. Il faut la douleur pour communiquer ce qui ne va pas. Et ce message-là, nous pouvons intervenir à comprendre que, à faire le décryptage du symptôme douloureux pour permettre à nos confrères d'avoir une relation thérapeutique stable avec les patients. Voilà les rôles que le psychiatre peut jouer dans la prise en charge de la douleur. Pour mieux accomplir cette prise en charge, nous avons annoncé déjà qu'il s'agit d'une prise en charge holistique qui va se baser sur l'aspect social, biopsychosocial. Et l'objectif va être de diminuer évidemment le retentissement fonctionnel de la douleur sur le patient et dans son environnement, de favoriser la réinsertion sociale qui va être une réinsertion familiale. La douleur peut amener la personne à se mettre en marge de sa famille et à éviter des activités qui sont utiles pour son développement social et professionnel. La douleur peut entamer ces potentialités-là chez le patient et l'objectif thérapeutique est de favoriser cette réinsertion sociale et aussi le parcours du patient douloureux est fait d'échecs
d'alliance et d'abandon, de sorte qu'il est également un objectif que de pouvoir maintenir ce patient en lien avec un praticien et un protocole. L'objectif de maintenir une alliance thérapeutique est également le défi pour le psychiatre ou qui est également le défi dont le psychiatre a son point de vue à donner. La première des choses, il faut faire l'entretien. Et l'entretien est en même temps, un moyen pour faire l'évaluation, mais également est indispensable à l'apport thérapeutique. Le fait de s'asseoir avec un patient, de l'écouter, de lui permettre de comprendre qu'on a compris sa situation, cela est thérapeutique. Pour les patients douloureux, le premier contact doit être un défi que tout praticien doit être inquiété. Nous devons nous dire, il faut qu'on réussisse à maintenir, à nouer un premier contact avec le patient. Ce n'est pas que nous avons la compétence d'évaluer un corps et de poser un diagnostic. Nous devons avoir la compétence d'entrer en contact avec ce patient. Maintenir le dialogue thérapeutique avec ce patient, c'est ce défi-là que le professionnel doit faire face. Le point de départ, c'est évidemment ce qui préoccupe le patient. Il est venu, sa préoccupation, c'est la douleur. Et cette douleur a une topographie, un lieu, c'est son corps. Notre intérêt doit se porter a priori sur son corps, pas d'aller faire une enquête policière autour de toute autre situation qui n'est pas point de départ, son corps, sa plainte, et cela doit être mis en exergue dans nos approches. Nous devons aussi explorer les facteurs psychosociaux associés à la douleur. Ce n'est pas seulement que le sujet qui a mal, qui est en face de nous. Qui ce sujet? Il vient d'où? Il a quelle situation? Comment il vit sa vie sociale? Quelle est la répercussion de cette douleur dans son fonctionnement social? Doit être au centre de l'expertise des professionnels de la santé. L'histoire, il faut explorer l'histoire des rencontres avec les systèmes de soins. Il a vu combien de professionnels avant nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces rencontres avec ces professionnels doit être retracé. Et évidemment, nous devons nous intéresser à sa personnalité. Bien que nous ne pouvons pas dire avec certitude que la douleur est liée à un type de personnalité, nous devons nous intéresser à qui est ce patient, comment il fonctionne en dehors de toute situation pathologique et quelles sont ses résistances, quels sont son fonctionnement. Et cela peut également avoir soit une répercussion sur l'amplification de la douleur ou encore des résistances à accepter les procédés thérapeutiques que nous pouvons proposer. Par exemple, une personne qui a une personnalité paranoïaque, qui est résistant, qui est méfiant, qui est suspicieux et qui présente une douleur. Alors, si vous ne prenez pas en compte ces dimensions-là dans votre approche, vous avez toute la chance de vous disqualifier dans l'approche thérapeutique et le patient va vite se retrouver dans l'errance thérapeutique. L'entretien va nous permettre également de procéder à l'évaluation ou à l'administration des échelles. Cela a été présenté largement dans les communications antérieures, notamment l'échelle visuelle analogue qui nous permet de connaître l'intensité de la douleur et de proposer les approches thérapeutiques médicamenteuses absolument en lien avec l'intensité. Mais il y a aussi des échelles qui vont nous permettre de mesurer la qualité de vie, de la répercussion de cette douleur-là sur le fonctionnement social, professionnel de la vie de la personne, notamment le McGill Pain Questionnaire et le Bref Pain Inventory, qui ne se focalisent pas que sur l'intensité, mais ils vont aller vérifier aussi les paramètres qui sont en lien avec l'interaction, la répercussion de la douleur sur le fonctionnement de la personne. Ces outils-là sont disponibles largement sur le net et leur compréhension, leur administration aussi ne prend pas beaucoup de temps. C'est généralement quelques questions qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vous permettent
de cerner la douleur dans sa globalité. Alors, mais il y a un problème qui va se poser. Ces outils auront aussi leurs limites quand il y a des problèmes de communication chez le patient qui présente la douleur. En ces temps, l'expertise des professionnels que nous sommes de regarder le comportement, les attitudes de la personne pour dire qu'il y a une douleur est importante. Est-ce que la personne, quand on lui touche, elle est en retrait, elle est en posture défensive ou il y a une agressivité, une irritabilité, et ces aspects-là doivent nous permettre de comprendre qu'il y a une situation de douleur ou dans des situations plus complexes, on peut être amené à faire des tests thérapeutiques, à mettre des médicaments et à voir si ces médicaments ont un effet sur la douleur que ce patient présente. Mais dans tous les cas, il faut faire un examen systématique. Comme le BABA de la médecine nous apprend. Rien n'est évident en médecine. L'évidence n'existe pas si on ne soumet pas à l'évaluation. Il faut évaluer et c'est à la suite de l'évaluation que ce qui paraît évident peut nous démontrer des choses dont nous ne nous attendions pas. Alors, la prise en charge, elle est psychologique, médicamenteuse et non médicamenteuse. Et dans la prise en charge non médicamenteuse, il y a le reconditionnement physique par l'activité gratuite. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que la douleur chronique peut amener la personne à se retirer de l'activité par crainte souvent non justifiée que en se mettant en activité, on crée la douleur et cela finit par mettre un cercle vicieux. La personne va être installée dans une dégradation des fonctions musculaires et cette dégradation aussi va engendrer l'entretien de la douleur à chaque fois qu'une activité va être entreprise. Alors, le reconditionnement physique consiste à programmer des activités usuelles ou des activités subordinaires de la personne, mais par séquence d'efforts adaptables, d'efforts qui peuvent être soutenus. Et ce passage par séquence va permettre à la personne de rétablir la confiance en soi et de mettre les muscles en activité. Et par finir, cette confiance en soi va permettre de réduire drastiquement la douleur qui est souvent vécue plus psychologique que physique. Alors, il faut également associer à cette programmation de l'activité à la psychoéducation. Expliquer ce que nous voulons, expliquer ce qu'est cette douleur, comment ça fonctionne, comment les médicaments marchent, et expliquer le parcours de soins qui est associé à ce tel type de douleur. Cette éducation et cette compétence, cet enseignement doit être fait au niveau de la personne qui présente la douleur pour qu'elle s'y adapte au mieux à nos propositions thérapeutiques. La relaxation. Beaucoup de techniques de relaxation sont disponibles qui peuvent avoir un effet sur la douleur chronique. La relaxation autogène de Kurz, qui est une autosuggestion de focalisation sur les aspects agréables pour se décentrer sur la douleur et qui entraîne un relâchement musculaire et qui va être associé à une bonne perception de l'instant vécu et qui diminue la tension musculaire. La relaxation Jacobson, qui est une relaxation qui combine pression, détente et par séquence de muscles pour procéder à un relâchement de l'ensemble des muscles du corps et qui participe à un adoucissement de la douleur. Les techniques de sophrologie, de yoga ou d'autres techniques dont nous n'avions pas parlé, mentionnées ici, mais qui participent à la gestion de la douleur sont possibles. Alors, l'hypnose qui est une suggestion et qui a un effet, c'est pour cela nous pouvons voir le professeur Labouré avait expliqué que les gens pouvaient se brûler et pouvaient marcher sur des braises, mais sentir moins la douleur. Et l'hypnose est évidemment une des techniques qui permet d'induire cet état de sensibilité ou de désensibilisation à la perception de la douleur. Alors,
la suggestion, on peut suggérer à l'état mental de la personne d'induire cette capacité à se sentir bien et à moins ressentir la douleur avec l'hypnose. Et cela nécessite aussi la formation d'un professionnel à l'application de ces techniques pour gérer la douleur. Alors, il y a l'imagerie mentale. Nous n'allons pas chercher loin. C'est de se sentir dans une imagination où vous pouvez trouver un bien-être. Vous voyez. La personne qui présente la douleur est souvent très focalisée, trop focalisée sur sa tête. Et elle oublie même les aspects agréables, les faits agréables qui se passent même à côté de la douleur là. Et l'imagerie, les techniques par imagerie mentale va permettre de décentrer sur la douleur et d'inverser les autres aspects agréables qui peuvent se passer à côté de la douleur. Donc, il y a ces situations, ces techniques qui peuvent être appliquées. Et la thérapie. La psychothérapie est aussi une approche que nous pouvons développer dans nos institutions de soins de douleur. Prendre nos outils de la communauté, les adapter à nos approches, les indiquer dans la gestion de la douleur, pour faire développer des protocoles sur ces approches-là pour les rendre thérapeutiques. Évidemment, s'il y a une musique agréable qui se passe dans cette salle-là, je suis sûr, même si vous êtes assise dans une chaise inconfortable, vous allez moins sentir l'inconfort au moment où la bonne musique est en train de se passer que lorsqu'il n'y a rien et que vous êtes dans votre chaise. C'est une évidence. Et dans la douleur chronique, c'est les mêmes principes qui vont marcher. La prise en charge médicamenteuse a été globalement abordée par la présentation de mon maître, le professeur Sebou et le professeur. Il a parlé des antidépresseurs, il a parlé des antiépileptiques. Le lithium aussi est une possibilité thérapeutique et les anxiolytiques, de même que les opiacés. Les anxiolytiques, il faut faire attention. Les benzodiazépines n'ont pas démontré leur efficacité dans la gestion de la douleur. Et encore, par contre, il y a le risque de dépendance avec ces molécules-là qu'il faut craindre. Les opiacés sont des antidouleureux qui sont efficaces, d'accord? Mais le défi qui est associé aussi à ces molécules, c'est aussi la dépendance que les psychiatres sont en train de gérer très souvent avec les cancérologues, les gens qui ont la spécialité de gérer la drépanocytose et autres. Vous prescrivez un médicament pour gérer la douleur et demain vous retrouvez votre patient dans la rue en train de chercher une antidouleur. Il abandonne tout. Vous avez voulu gérer la douleur, mais lui, il abandonne tout. Vous avez prescrit le médicament par injection parce qu'il était en crise et il devient auto-injecteur de ce produit. Nous avons fait tout profil au cours de nos prises en charge où c'est des patients, des infirmiers, des professionnels de la santé qui sont dans cette prescription à la suite de la prescription médicale des antidouleurs. Quand nous voyons ces situations, des mères qui vont finir par se retrouver à Raïda parce qu'un de nous a prescrit un antidouleur et qui s'est terminé par une addiction, alors cela doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller aujourd'hui, car demain, si cette population s'augmente, je pense que socialement, on fera des procès contre les médecins pour avoir prescrit des médicaments et qui ont créé une dépendance chez les patients. Il faut que nous soyons conscients de ces écarts. Je vais conclure. Le rôle de psychiatre est non négligeable dans la prise en charge de la douleur chronique. Et dans l'approche multidisciplinaire, nous devons comprendre qu'il faut aborder l'aspect santé physique, santé psychologique et sociale pour la prise en charge de la douleur, et une alliance thérapeutique va nécessiter de combiner de manière, j'allais dire, professionnelle,
ces différents axes de la prise en charge. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, professeur Koulibaly, pour cette brillante présentation. Nous allons passer la parole au prochain orateur, le docteur Samba Traoré, qui est médecin physique et de réadaptation, qui est le promoteur et le directeur du centre de rééducation pédiatrique, qui est aussi un des formateurs de la famille neurologie et qui est un collaborateur fidèle. Merci beaucoup. Permettez-moi de rendre hommage à mon cher maître présent, mon collègue, mon partenaire, sans oublier la société logique et ses partenaires, le réseau, le Reprimaf, sans oublier aussi la société d'organisation et ses collaborateurs. Pour moi, c'est un privilège et surtout un grand honneur d'être associé à ce bloc de prise en charge de la douleur tant que médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Alors, nous avons été beaucoup édifiés sur la prise en charge de la douleur dans tous les versants, tant sur le plan médicamenteux, tant sur le plan psychologique, tant sur le plan psychiatrique. Et aussi, nous avons vu en long et en large le développement de la douleur du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons préserver un peu de temps. Donc, nous allons partir sur la base de notre thème, qui est la prise en charge, la place des médecins physiques dans la prise en charge des douleurs chroniques. Alors, nous allons dire que les équipes de médecine physique et de réadaptation prennent en charge des patients qui présentent des incapacités. Ces incapacités qui sont liées à une déficience du système soit nerveux et ou de l'appareil locomoteur et qui est génératrice de douleurs. Alors, ces douleurs doivent être recherchées, comme on l'a bien vu dans les présentations précédentes, bien évaluées, ensuite pour avoir un bon traitement. Par même comment prévenir l'arrivée de ces douleurs si c'est possible. Ces douleurs sont source généralement de complications, de retentissement sur la qualité de vie de nos patients douloureux depuis longtemps, voire même ça peut compromettre la récupération fonctionnelle. Et la médecine physique et de réadaptation a pour objectif principal la restauration fonctionnelle. Alors, pour mener à bien ce traitement, il va falloir poser un bilan de cette douleur. Et durant tout le long, on nous a édifié comment poser le bilan de la douleur. Pourquoi une douleur elle est appelée chronique? Notre cher maître professeur Maïga nous a édifié. Et comment une douleur peut être neuropathique. Nous allons voir quelques éléments de ce bilan de la douleur qui va nous aider à la prise en charge de la douleur. Ce bilan va nous permettre d'édifier le siège de la douleur, les éventuelles irradiations, la durée de la douleur, les horaires de survenue, l'intensité de cette douleur, les facteurs aggravants et les facteurs de sédation, le type de douleur que le professeur a bien édifié. Et on peut avoir des douleurs nociceptives, douleurs neuropathiques. Et aujourd'hui, nous avons appris pleinement avec plaisir des douleurs nociplastiques. Et à côté, j'ajouterais aussi, nous pouvons avoir des douleurs mixtes. Dans les douleurs chroniques, on a très souvent l'association soit des douleurs nociceptives et douleurs neuropathiques, ou souvent même les trois sont associés. Donc, il va falloir préciser l'intensité de ces douleurs pour avoir un bon traitement.
La précision de l'intensité de la douleur est source d'évaluation de notre thérapeutique. Ceci nous permet de dire si le traitement que nous avons entamé est en train d'aboutir ou pas. La douleur étant un signe subjectif, ce sont ces échelles homologuées qui peuvent nous permettre d'attribuer un chiffre à la douleur. Et ces chiffres-là vont nous permettre d'objectiver la douleur et de calculer notre traitement en fonction de cette douleur. Ces échelles ont été largement abordées. Il s'agit de l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique, l'échelle verbale. La liste n'est pas exhaustive. Quant à la douleur neuropathique, elle a été bien abordée aussi par Professeur Diallo. Et le DN4 l'a bien précisé, est un questionnaire de diagnostic de la douleur neuropathique et non pas de l'intensité ni de suivi du traitement de la douleur neuropathique. Donc, le DN4 positif confirme un composant neuropathique de la douleur et non pas l'intensité de la douleur ni l'efficacité du traitement. Alors, cette douleur qui dure au-delà de 3 mois a nécessairement une répercussion sur la qualité de vie de ce patient. Et cette répercussion sur la qualité de la vie du patient ne peut être évaluée par des échelles de l'intensité de douleur. Il va falloir utiliser des échelles multidimensionnelles. La version française du questionnaire douleur Saint-Antoine, HAD aussi, qui nous permettent de voir les retentissements psychiques de cette douleur sur la vie quotidienne de nos patients. Alors, il va y avoir une modification du fonctionnement du système nociceptif, qui a été bien expliqué par le professeur Maïda. Il va y avoir aussi une altération du contrôle moteur. Le patient aura peur de faire des mouvements. Ce qu'on appelle généralement la kinésiophobie. C'est une peur excessive, irrationnelle des mouvements et surtout dans les activités sportives ou professionnelles. Le patient va avoir des troubles d'insomnie, il va avoir de l'anxiété, parfois allant jusqu'à la dépression, perte d'appétit et qui vont avoir une répercussion sur sa vie sociale et aussi sur sa vie professionnelle. Il y a beaucoup d'études qui prouvent les répercussions de la douleur chronique sur l'absentéisme au travail. S'il vous plaît. Alors, après avoir fait ce bilan de la douleur, nous allons voir le traitement rééducatif. Qu'est-ce qu'il apporte en dépit de tout ce qui a été cité? Qu'est-ce que le traitement rééducatif a de particulier à ajouter dans l'arsenal thérapeutique? Je vais dire que la prise en charge de la douleur en rééducation est une prise en charge multidisciplinaire qui associe le médecin et aussi les paramédicaux de la rééducation, qui sont les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les aides-soignants, les appareilleurs, les psychologues, les infirmiers, les moniteurs d'activité physique adaptée, etc. Chacun joue son rôle dans l'arsenal. Alors, pour un bon traitement, il va falloir répondre à des principes qui sont faire un bon diagnostic précis d'abord de l'étiologie de la douleur, son siège, et un traitement de la cause de la douleur lorsqu'elle a été déterminée. Alors, mettre en place des outils d'évaluation de l'efficacité de notre traitement. Cela va de soi qu'on fasse depuis l'entrée l'évaluation de l'intensité de la douleur et permettre d'évaluer aussi notre traitement mis en place. Alors, si possible, il faut pouvoir prévenir les rechutes douloureuses. Parce que très souvent, quand le patient fait des rechutes, c'est ce qui amène le patient à l'errance thérapeutique. De revenir voir le médecin en question, qui lui permet de réévaluer son traitement, le patient passe de ce médecin à un autre médecin. Très souvent, il va mettre les mêmes traitements à côté, peut-être qu'il va mettre les mêmes molécules sous d'autres noms. Alors, prévenir aussi la kinésiophobie.
la peur de mouvement. C'est très important. Par peur de réveiller sa douleur, le patient rentre dans un cercle vicieux, comme le professeur Koubali l'a dit. Il crée son environnement carcéral à lui-même. Il évite de faire des mouvements, il se met en exclusion sociale et il a peur de toute activité, croyant que ceci va provoquer ou aggraver sa douleur. Alors, il faut rassurer ce patient et il faut surtout travailler au reconditionnement physique pour lui permettre d'avoir son autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Là, nous avons entendu parler de beaucoup de moyens qui ont été bien spécifiques dans le traitement médicamenteux et dans le traitement non médicamenteux. Même si la chirurgie n'a pas été abordée, elle fait partie intégrante du traitement de la douleur. Alors, dans les traitements non médicamenteux, on se retrouve dans les traitements de rééducation qui font aujourd'hui l'objectif de notre présentation. Et dans ces traitements rééducatifs, nous avons pris 3 composants qui sont les moyens physiques, la kinésithérapie et l'appareillage. Alors, nous avons un souci en rééducation concernant le traitement de la douleur chronique. Individuellement, ces moyens pris, on ne peut pas évaluer leur efficacité sur la douleur. Il faut l'association de plusieurs techniques avec l'association d'autres traitements médicamentés et non médicamentés pour aboutir à un bon résultat. Cela signifie quoi? Le traitement rééducatif peut être associé à n'importe quel type de traitement, médicamenteux ou non médicamenteux. Et dans le traitement rééducatif, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées selon le type de la douleur, selon l'intensité aussi de cette douleur. Alors, parmi les moyens physiques, nous avons choisi quelques éléments. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il s'agit de l'utilisation du froid qui est connu depuis très longtemps, l'utilisation de sources de chaleur qui est connue aussi chez nous, bien avant l'arrivée de la médecine moderne. Et les électrostimulations, le professeur a bien abordé. Le milieu aquatique, qui est un environnement bien apaisant, et les ultrasons, qui sont des sortes d'électrothérapie, mais avec une fréquence plus élevée. Alors, quant à l'utilisation de la glace, on utilise pour ses effets antalgiques, notamment par le système de contrôle, et comme le professeur a si bien signalé, aujourd'hui, on sort du réseau électrique. On a tendance plutôt à parler du réseau de la balance entre les inhibiteurs des nocicepteurs et la stimulation des nocicepteurs. Donc, cette cryothérapie entre dans ce cadre pour calmer la douleur et a un effet anti-inflammatoire parce que la glace provoque une vasoconstriction et provoque aussi un relâchement musculaire. Et il y en a plusieurs sortes de cryothérapie. Il peut y avoir des vessies de glace, il peut y avoir des patchs qu'on met dans le frigo, il peut y avoir des bombes selon ses moyens. Et sans ça, on peut avoir aussi de la glace qu'on écrase et qu'on met dans un plastique pour que l'eau ne coule pas. Et le plastique, on le met dans un tissu en coton et on applique. On a les mêmes effets. Avec peu de moyens et avec moins d'effets secondaires et encore rarement de contre-indications. D'accord? Alors, l'utilisation des sources de chaleur de surface, les infrarouges, qui sont un peu partout aujourd'hui, des prix de plus en plus abordables, utilise aussi le même système de gate control pour calmer la douleur, provoquer un relâchement musculaire et favoriser la circulation sanguine. Là aussi, il faut faire attention à des troubles sensitifs. Le patient présentant un trouble sensitif a un risque potentiel de se faire brûler. Les hypertensions non maîtrisées, il faut faire attention. Alors, il y a l'électrothérapie antalgique qui a été abordée déjà.
neurostimulation électrique transcutanée, le TENS, qui est le plus facile et qui est abordable. Donc, il y a différents appareils et à tout prix aujourd'hui. C'est des appareils déjà préconçus avec des programmes bien appropriés, soit pour le gate control par rapport à ce qu'on veut, soit la sécrétion endorphinique au niveau supramédulaire. Donc, les indications, ces électrothérapies sont très efficaces dans les douleurs neuropathiques, dans les douleurs arthrosiques, et aussi, que ce soit douleur nociceptive, que ce soit douleur neuropathique, leur efficacité ont été prouvées. Alors, quant à l'utilisation du milieu aquatique, le milieu aquatique est connu pour ses effets de pression hydrostatique et poussée d'Archimède, qui fait que le patient ne sentira pas la charge corporelle sur ces segments, et ses effets de sédation et de décontractation lorsque la température de l'eau est comprise entre 34 et 37 degrés. Alors, il y a aussi l'effet psychologique de l'eau, il est aquatique, qui est la sensation de bien-être liée au cadre et à la tension, à la motivation du patient. Le patient qui ne voulait pas faire de mouvement, lorsqu'on l'amène dans le milieu aquatique, est généralement motivé. Et l'ambiance détendue, surtout, le milieu aquatique, qui attire beaucoup plus le patient. Alors, l'utilisation des ultrasons, je peux dire qu'on l'utilise pour ses effets thermiques, parce que c'est les zones les plus, dont la fréquence est plus élevée que les infrarouges. La fréquence va de 0,8 à 3 MHz. Les zones profondes qui agissent profondément là où l'infrarouge ne peut pas avoir. Donc, ils ont un effet thermique, ce qui amène l'antalgie et des actions plus profondes que les infrarouges. L'effet mécanique entraîne une vibration qui est à l'origine des défibrillations. Mais attention, en cas d'implant articulaire ou ostéo-articulaire, il faut faire énormément attention puisque l'appareil peut s'échauffer, ça peut provoquer un décèlement, voire même pire. Alors, dans les ultrasons, nous avons constaté que dans les études, aucune étude ne porte sur l'efficacité des ultrasons dans les douleurs neuropathiques. Il est surtout efficace dans les douleurs nociceptives. Alors, quant à la kinésithérapie, nous avons cité beaucoup de moyens qui sont les massages, les étirements, les moyens de contention, la thérapie par miroir, la mobilisation, les manipulations vertébrales, les thérapies manuelles, le reconditionnement à l'effort, etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc, on va se focaliser sur ces traitements en fonction de la douleur, de l'intensité de la douleur et en fonction du type de douleur qu'on a en face. En phase aiguë, des douleurs intenses, on peut faire le massage, juste l'effleurage. Et cet effleurage a un effet de gate control. La stimulation des grosses fibres nerveuses qui sont à la surface et qui vont provoquer la fermeture de la porte pour empêcher le passage de l'influx nerveux. Donc, quelle qu'en soit l'intensité de la douleur, on peut faire le massage. Parce que nous voyons très souvent qu'on met sur les prescriptions, pas de massage. Alors, lorsqu'on donne à un kiné de travailler sur un patient malade et qu'on l'ampute ses moyens pour diminuer la douleur du patient, on est en porte-à-faux avec le traitement. Il y a plusieurs types de massages. Ces massages peuvent être pratiqués, quelle qu'en soit la douleur, et l'effet est immédiat. D'accord? Donc, en dehors de la douleur très intense, il y a d'autres types de massages qu'on peut réaliser. Par exemple, pour des détentes musculaires, on peut faire de la friction, on peut faire le massage transversal profond lorsqu'il y a une contracture musculaire très forte. Alors, il y a des possibilités de tirement. Lorsqu'il y a une sidération, une contracture musculaire, on peut bien cibler en fonction de l'articulation et du groupe musculaire concerné. On fait une posture d'étirement prolongée et l'effet est immédiat. Le patient est tout de suite soulagé et très généralement, on apprend le patient aussi à faire des auto-étirements. Les moyens de contention aussi sont très
très important, et surtout dans la prévention des douleurs algo-hallucinoses, la douleur de pied frontal. Mais ces moyens de contention qui peuvent être abonnés aujourd'hui pour prévenir les édèmes et aussi faciliter la formation du moyen. Donc, diminuer largement la fréquence des douleurs du moyen. Alors, les thérapies par miroir qui ont été développées depuis fort longtemps, aujourd'hui, il s'agit d'une illusion kinesthésique qui s'accompagne d'un soulagement de la douleur. Il s'agit de tromper le cerveau par le cerveau lui-même. Donc, on fait une image de deux feedbacks. On fait l'image du pied qui se porte bien, et on demande au patient de regarder ce miroir et il fait la mobilisation. Donc, il fait exactement la mobilisation comme si son pied était là. Donc, ça a un effet très bénéfique dans les douleurs du membre frontal. D'accord? Alors, en dépit de tout ça, nous avons besoin aussi souvent de l'appareillage. Souvent, il y a certaines tendinites qui sont là. Il suffit de mettre une ortheuse d'immobilisation, niveau articulaire, mobilisation au repos ou en posture de frontière et à des buts antalgiques. Conclusion, nous pouvons dire que la douleur chronique a une étiologie variée dont la prise en charge est difficile et complexe. Il faut un examen clinique rigoureux, encore répétitif, pour évaluer et orienter les traitements de la rééducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Traoré, de nous avoir édifié sur plusieurs choses. Et comme a toujours été dit depuis ce matin, la prise en charge de la douleur nécessite une certaine complexité et complémentarité. Et on a parlé de la prise en charge de la douleur neuropathique, on a parlé de l'aspect psychologique et psychiatrique et là de rééducation. Il faut mettre des médicaments. Et quels sont ces médicaments et d'où viennent ces médicaments? Ce serait l'objet de la prochaine présentation. Mais avant, il y a un questionnaire qui va être passé pour les étudiants, les DES et les internes. Une sorte d'évaluation pour voir enfin, sur ce qui a été fait. Et cela nous permettra d'évaluer l'impact que cette formation a eu et éventuellement d'améliorer les choses lors des colloques à venir. Donc, ce questionnaire est en distribution et ça va bientôt arriver. Le prochain intervenant, c'est le professeur Sini Penkali. Il est maître de conférence à agrégé, c'est le chef de service de la pharmacie hospitalière